poupée désarticulée. C'est finalement sa grande sœur qui va révéler la terrible vérité aux enquêteurs. La petite fille révèle que son papa aurait mis Bastien de force dans la machine à laver avant de lancer un programme de lavage. Et dans le journal des faits divers de Marie Solis, nous vous parlerons de cet homme de 74 ans qui a été frappé à mort lundi dans l'Ain. Il était suspecté à tort d'être un pédophile. Et pour analyser avec nous ces histoires, répondre à toutes les questions que l'on se pose, nos experts de Crimes et Faits divers, la quotidienne, sont aujourd'hui maître Florence Rouas, avocate, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Pour nous expliquer les procédures judiciaires, Pascal Neveu, psychanalyste, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Pour nous expliquer les rouages psychologiques de chacun, et puis chaque jour en fin d'émission, le droit de suite, c'est avec Charlotte Durand, spécialiste des faits divers et rédactrice en chef de cette émission. Bonjour Charlotte. Bonjour. Pour commencer cette quotidienne, donc retour sur un fait divers qui a fait les gros titres des journaux cet été et qui a connu hier un rebondissement pour le moins surprenant. On va y revenir dans un instant. Mais tout d'abord, les faits. Philippe, chauffeur de bus, a été lynché à mort alors qu'il effectuait simplement son travail. Et aujourd'hui, sa famille a choisi Crimes et Faits divers pour s'exprimer à la télévision et lui rendre hommage. Philippe avait 58 ans, c'était un mari comblé et un papa poule très fier de ses 3 filles. Il vivait à Bayonne, là où il avait construit la maison de ses rêves. Un véritable cocon dans lequel il aimait profiter des siens. Cet enfant du pays était un sportif qui aimait monter sur son vélo pour admirer les paysages de sa région. Philippe était en fait chauffeur de bus depuis près de 30 ans et c'était un acharné de travail qui exerçait son métier avec passion. Mais le 5 juillet dernier, sa journée de travail tourne au drame. Alors que le conducteur demande à plusieurs passagers de porter leur masque, la situation dérape. Philippe aurait été jeté à l'extérieur de son bus et roué de coups sous les yeux de témoins impuissants. Après avoir reçu un coup fatal, le père de famille perd connaissance et s'écroule au sol. Il est immédiatement transporté à l'hôpital dans un état grave. Un véritable choc, on l'imagine, pour ses proches. Avant de recevoir sa femme et sa fille en direct sur ce plateau, retour sur le destin brisé de ce père de famille qui avait des projets plein la tête. Nous sommes à Bayonne, dans les Pyrénées-Orientales. C'est ici que vit Philippe, 58 ans, un passionné de sport qui a longtemps pratiqué le football et la pelote basque. Mais plus que tout, Philippe aime passer du temps avec ses proches, car c'est un père de famille comblé, fou amoureux de son épouse Véronique, qui lui a donné 3 filles. Et pour subvenir aux besoins de la petite tribu, il n'hésite pas à cumuler 2 emplois, celui de chauffeur de bus et de chauffeur poids lourd. Philippe est un employé fiable et fidèle. Mais malgré son amour pour son métier, il déplore des incivilités de plus en plus fréquentes à bord de son bus. Certains de ses collègues ont déjà été agressés et dans le milieu, beaucoup se sentent désormais en danger. Mais malgré tout, le quinquagénaire tient bon et il ne lui reste plus qu'1 année avant la retraite. Avec Véronique, ils ont des rêves plein la tête. Le couple s'est promis de bien en profiter. D'autant plus que désormais, leurs filles sont grandes et indépendantes. Mais le 5 juillet dernier, tout s'effondre. Ce soir-là, aux alentours de 19h, Philippe s'apprête à finir sa journée de travail. Au volant de son bus, dans Bayonne, il croise Marie, la dernière de ses filles, et lui indique qu'il sera bientôt à la maison. Il doit seulement effectuer un dernier trajet. Le chauffeur fait un stop à l'arrêt de bus de la gare et 3 jeunes montent à bord. Mais aucun d'entre eux ne porte de masque. Un masque désormais pourtant obligatoire. Le conducteur poursuit néanmoins son trajet sans rien dire. Philippe s'arrête à l'arrêt. Un 4e jeune rejoint alors les 3 autres montés plus tôt. Philippe aurait alors souhaité contrôler son ticket et il en aurait profité pour leur demander de porter un masque. Une demande qui peut paraître anodine, mais pourtant, en l'espace d'un instant, tout va déraper.
Philippe aurait été expulsé de son bus et roué de coups. Il reçoit de multiples coups de pied et de poing sur son thorax et au niveau de la tête. Un véritable lynchage sous les yeux de plusieurs témoins impuissants. Le chauffeur de bus saigne abondamment, mais il aurait réussi à se relever avant de recevoir un coup fatal et de s'effondrer sur le dos. À terre, Philippe perd connaissance et ne réagit plus. Ses agresseurs auraient alors pris la fuite, le laissant pour mort. Le père de famille est ensuite pris en charge par les équipes médicales du centre hospitalier de la Côte Basque. Mais la situation est critique. Il est en état de mort cérébrale. À Bayonne, alors que la famille de Philippe est à son chevet, en espérant un miracle, les forces de l'ordre se lancent à la recherche de ses agresseurs. Deux jeunes, de 22 et 23 ans, déjà connus des services de police. Ils sont rapidement interpellés et mis en examen pour homicide volontaire sur agent de réseau de transport public, et ils sont placés en détention provisoire. Deux autres hommes, âgés d'une trentaine d'années, sont également écroués, notamment pour non-assistance à personne en danger. Le 8 juillet, une marche blanche est organisée par la mairie de Bayonne. Plus de 6000 personnes se réunissent. La famille de Philippe reçoit de nombreuses manifestations de soutien, notamment dans le milieu des chauffeurs de bus. Très marqués par le drame, plusieurs des collègues de Philippe exercent leur droit de retrait pour se rendre à son chevet. Mais après 5 jours de lutte, malgré tous les efforts des médecins, il n'y a plus rien à faire pour Philippe. Dévasté, sa famille décide de le laisser partir en paix le 10 juillet 2020. C'est donc la boule au ventre que ses collègues ont ensuite dû reprendre du service dans des conditions de sécurité renforcées. C'est compliqué aujourd'hui pour recommencer. Heureusement qu'on a les agents de sécurité avec nous qui nous rassurent. Le plus dur, c'est de passer devant l'arrêt. De voir toutes ces fleurs, c'est ça le plus dur. Donc on tient pour le moment et puis on fait notre travail au mieux. Quant à Véronique, la veuve de Philippe, elle a décidé de se battre pour qu'un tel drame ne se reproduise jamais. On va se battre pour nous en priorité, bien évidemment, mais pour les gars de Chrono Plus, dont Philippe aime, adore et qui connaît depuis longtemps. Et pour vous les gars, je vais vraiment me battre. Je vous donne ma parole. La même parole que j'ai donnée à Philippe quand je lui ai dit ça, la même chose à l'oreille. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Véronique. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur ce plateau. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes la fille Oui. de Philippe. Merci également. Vous étiez très touchantes toutes les deux pendant le reportage. Vous aviez l'air bouleversée. Vous teniez la main pour vous donner des forces. Oui, on a toujours été comme ça, de toute manière. On était 5 soudés. Aujourd'hui, on n'est plus que 4. Mais on continue à être soudés, en sa mémoire pour lui. Comment vous allez ? Mon visage parle, je pense. C'est dur, c'est très dur, c'est compliqué. C'est un quotidien qui est terrible. Les jours, les nuits. On le cherche partout dans la maison. On sait que voilà, c'est fini, mais on essaie de se raccrocher à quelque chose, parce que bon, ça fait 2 mois et ça fait pas tout à fait 2 mois, mais on a l'impression que ça fait une éternité qu'on l'a pas vu, vous voyez. Et c'est 27 ans de ma vie, c'est 18 ans pour Marie, c'est 21 ans pour Manon, c'est 24 ans pour Mélanie. Et on a toujours été comme ça, donc on n'accepte pas, de manière on n'acceptera jamais, c'est impossible. Et donc voilà, on se lève, on tourne en rond, on essaie de s'occuper. Les soirées sont compliquées. Quand le soir arrive, on ne comprend pas. On ne veut pas. Et les nuits, c'est pareil. C'est comme ça depuis le 5 juillet. Très souvent, dans des cas comme ça, dans les familles, beaucoup se disent j'ai toujours l'impression qu'il va revenir, qu'il va sonner à la porte, qu'il va appeler.
Tout à fait. Vous ressentez ça aussi? Oui, complètement, parce que voilà, nous, on a une maison qui est neuve, qui a été terminée la veille de son agression, le samedi, la veille. Et on était heureux. Voilà, on est rentrés tous les deux du boulot le samedi midi et on s'est dit waouh, on a réussi, on était super contents. C'était notre dernier achat et après bon, ça aurait été pour les enfants plus tard. Et alors, on le voit descendre des escaliers, on le voit sur le canapé. On a l'impression, oui, qu'il va revenir. Et au début, quand mon époux était en vie, mes filles dormaient la porte de leur chambre fermée et maman ouverte toujours. Et en fait, depuis qu'il nous a quittés, elles ont leur porte ouverte. Ça prouve bien que... Puis on se le dit, on se parle beaucoup. On a l'impression qu'il va descendre d'en haut de l'étage, ou alors qu'il est en bas, qu'il nettoie la piscine, ou qu'il... Voilà. On espère, mais vous voyez, c'est... on espère sans espérer, en fait. Voilà, c'est ça. Mais on essaie de se raccrocher à quelque chose, alors que... Aujourd'hui, je peux le dire ouais, devant tout le monde, mon mari, c'est de la poussière aujourd'hui. Vous voyez, c'est dur de dire ça, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est dur de l'exprimer comme ça. Oui, très dur. Mais c'est pourtant ça. Marie, vous allez comment? J'essaie moi aussi de bouger, de voir des copines. On essaie aussi le soir de sortir de la maison parce que, comme maman disait, quand le soir arrive, on sent qu'il va rentrer du travail ou quoi et on sait que c'est pas le cas. Et de toute façon, il y a des hauts, il y a des bas, ce sera comme ça pendant des mois, des années. Qu'est-ce qui vous manque? C'est ses mots, c'est ces moments avec lui? Tout. Tout. Absolument tout. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a surmonté, tout en fait. Notre vie entière, quoi. Voilà. Ouais, c'est tout. Mais quand il rentrait, il faisait la fête à notre petit chien, par exemple. Nous, nos petites chamailleries du quotidien, on va dire, parce que c'est un enfant, lui aussi, il avait 15 ans dans sa tête, et il y a tout qui nous manque, sa voix, c'est les petits pics qu'il nous envoyait, les choses qu'il répétait, mais constamment, pour rire avec nous. Et moi, je lui disais à chaque fois, mais change de disque, non? Et je sais pas, il y a les petits pics qu'on s'envoyait, même les petits mots d'amour, des fois, qu'on se dit entre père et fille. Il y a tout, vraiment tout. Ouais, c'est étonnant parce que ce qui manque, c'est souvent les petits détails. La première chose qui vous vient à l'esprit, là, c'est la fête avec le chien. Mais c'est vrai que c'est symbolique. C'est tout le temps ça. Il rentrait, il faisait 2 tocs à la porte, et le chien commençait à faire la fête, à aboyer, et papa y rentrait, et il criait dans tous les sens, en fait. Et ouais, voilà, c'est... Des fois, vous voyez le cadre qu'il y avait aux obsèques, on l'a dans la chambre tout en haut. Et des fois, moi, je vais mettre mes affaires au sale et je vais voir ce cadre pour voir son sourire encore. Et après, je m'effondre parce que je sais qu'il ne rentrera pas. Véronique, Philippe, c'est vous qui l'avez dragué? Oui, oui. Je l'ai dragué en 1992. Je le suivais avec ma moto. Parce que vous l'aviez remarqué comme chauffeur de bus? Oui, je l'avais remarqué. J'ai dit, ouais, il est beau gosse. Et donc j'avais une petite moto, je le suivais avec son bus, mais il m'avait remarqué aussi. Mais en fait, j'ai fait le premier pas, quoi. Donc un jour, voilà, je suis montée dans le bus et je lui ai dit, excusez-moi, mais j'ai pas d'argent pour vous payer le ticket. Et en fait, voilà, tout s'est enchaîné, si vous voulez. Et notre histoire a débuté. Et c'était en 93, donc voilà, en mars 93 exactement. Et au bout de 2-3 mois, bon, on s'est un petit peu laissé... il m'a laissé de côté, on va dire. Donc, je dis, bon, mais tant pis, voilà, comme ça. Et un jour, il m'a rappelé. Il m'a rappelé à mon travail, à 6h du matin, parce que je travaillais tôt, j'emballais du pain, à l'époque. Et il m'a dit, j'ai besoin de te voir. D'accord, ok. Et j'ai été le voir à la gare, à l'arrêt de bus de la gare, après mon travail. On s'était donné rendez-vous. Et je suis montée dans son bus et il m'a dit, bon, c'est toi que je veux. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et notre vie a commencé. Et vous êtes mariés en 95? On s'est mariés en 95. Vous avez eu 3 filles? Exactement, voilà. Et vous avez construit votre vie? On a construit notre vie, ouais. La vie, vous voyez, que normale, on va dire. Toute simple, normale. Travailleur, travailleuse. Voilà, la vie normale. Ce métier, il aimait? Oui, ouais. Mais est-ce qu'il avait peur de l'exercer? Parce qu'on a compris qu'il y avait des tensions qui étaient de plus en plus fortes.
et on voit que la société, de toute façon, est traversée par des tensions de plus en plus fortes. Mais est-ce qu'il est inquiet quand il allait travailler? Alors, les premières années, non, bien évidemment. Hein. Les premières années, voilà, il allait à son travail, ça se passait très bien, il n'y avait pas de soucis et tout. Et ça fait quelques temps qu'il traînait un petit peu la patte. Parce que bon, on parlait beaucoup et il me disait j'en ai assez, les incivilités, les gens qui montent, qui vous regardent méchamment, ou que ceci ou que cela. Voilà, il traînait la patte, il y allait parce que voilà, il fallait travailler de toute manière. Mais je savais, voilà, je le sentais que ça n'allait plus comme avant, quoi. Je le sentais, et c'est vrai que il lui tardait d'être à la retraite, vraiment. Et ça allait arriver très vite? Un an après, l'été prochain, l'été 2021. Marie, vous, je crois que vous arrivez de le croiser, d'ailleurs. Oui, souvent. D'ailleurs, vous lui avez fait un coucou la dernière fois? Oui. Je me déplaçais encore en bus avant d'avoir mon permis début juillet. Et quand j'allais en cours, je le voyais des fois. Par exemple, l'année dernière, devant le lycée, je commençais à 8 h. Et je l'ai vu arriver avec son bus. Donc moi, je suis rentrée un peu devant tout le monde comme ça. Salut papa et tout. Et il m'a dit ouais, passe une bonne journée. Enfin voilà, on se croisait tout le temps, on se faisait des petits signes. Des fois des petits signes un peu déplacés, mais c'était entre nous, quoi. Et la dernière fois que je l'ai croisé, j'allais surfer en fait. Et le terminus du tram, c'était le même terminus que le bus que je prenais pour aller à la plage. Donc en allant prendre ce bus, je le vois, il commence son service. Donc il était en train de discuter avec un de ses collègues. Je lui ai dit oui, tu fais le tram toute la journée. Il m'a dit oui, etc. Il m'a dit toi, tu vas surfer. J'ai dit oui, enfin voilà. Donc j'ai fait mon petit surf. Je suis rentrée, j'ai eu mon bus à 17h30 pour arriver à Leclerc à 18h30. Et ce qui est bizarre, c'est que mon bus a eu un quart d'heure de retard. Je ne sais pas ce qu'il y a eu entre les chauffeurs, peut-être un problème d'emploi du temps ou quelque chose comme ça. Il est parti un quart d'heure après, le bus. Et si jamais il n'était pas parti un quart d'heure après, j'aurais pas vu papa la dernière fois, en fait. Et donc, quand je suis rentrée, quand je suis sortie du bus, plutôt, et que je l'ai vu, j'ai été le voir. Il m'a dit « Ouais, c'était bien la flotte ?» Je lui ai dit « Oui ». Et il me dit « Je fais mon dernier voyage et j'arrive ». Et après, 2 heures après, quand maman elle m'appelle, j'étais avec un copain, elle m'appelle, elle me dit « Tu rentres de suite, papa est à l'hôpital ». Qu'est-ce qui s'est passé? Elle savait rien. Et donc, nous, dans le questionnement pendant de longues minutes, parce qu'entre-temps, elle est partie à l'hôpital, on est rentré à la maison et ensuite elle est revenue et voilà, quoi, elle nous a annoncé Et il y a la cette nouvelle. dernière image, ce dernier moment, vous l'avez vu, je pense qu'il est gravé. C'est ça, ouais. Parce que je le vois avec son petit polo blanc, ses petites chaussures, des chaussures qu'on lui avait offertes d'ailleurs, je crois, à la fête des pères ou quelque chose comme ça. C'est ça. Et ouais, je le vois dans son tram. J'avais l'impression de l'embêter plus qu'autre chose parce qu'il était en train de discuter avec son collègue. Et oui, j'ai été le voir, il me dit à tout à l'heure à la maison, je fais mon dernier voyage et voilà. Et c'est sûr que ce moment, il restera dans ma tête. Et des fois, ça m'arrive de repartir à cet arrêt de bus parce que je le vois encore en train de partir avec son tram. Vous retournez à l'arrêt de bus? Parce que je le vois, j'ai ce souvenir. Et d'un côté, ça me fait du bien de me raccrocher à ça. Parce que je le vois encore souriant. Et d'un autre côté, je sais que c'était vraiment la dernière fois. Véronique, comment vous avez appris, vous, qu'il s'était passé quelque chose de grave? Je l'ai appris à 20h12 exactement. Mon téléphone a sonné. Philippe devait finir à 19h40 ce soir-là, ce jour-là. 20h12, moi, je l'attendais. J'avais préparé le repas dehors, dans notre jardin, pour tous les deux, puisque les filles étaient dehors avec leurs copines. Et un ami à nous m'a appelé. Je trouvais bizarre qu'il m'appelle à moi. Donc, mais bon. Et il me dit Véro, t'es toute seule? Je lui dis oui, pourquoi? Et il me dit où sont les filles? Je dis elles sont sorties. Puis sur le moment, j'ai pas trop percuté. Et il me dit je viens te chercher. Et je dis mais pourquoi tu viens me chercher? Et il me dit Philippe était à l'hôpital. Alors je me revois sortir du lotissement en hurlant. Non, pas Philippe, pas Philippe, pas Philippe. Il me dit j'arrive. Et j'ai raccroché. Un contrôleur est venu et m'a ramené les affaires personnelles de Philippe, c'est-à-dire son téléphone portable, ce qu'il y avait dans le bus. Je lui ai dit à ce contrôleur, mais qu'est-ce qu'il a? Et ce contrôleur n'a pas pu me répondre. Il m'a dit, je ne sais pas. Donc voilà, il est parti. Et donc, notre ami est venu me chercher. Dans la voiture, je l'ai harcelé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je ne sais pas. On est arrivé à l'hôpital. Voilà. Et
quand je me suis présentée au bureau des urgences, il y avait un médecin qui était derrière, qui était au téléphone, médecin du SAMU. Et quand il a entendu mon nom, Madame Monguillot, il s'est retourné. J'ai vu dans ses yeux. J'ai lu. Il s'occupait de nous de suite, du collègue à mon époux et de moi. On est rentré dans une salle. Il m'a dit la date de naissance de votre époux. Je lui ai dit 5 août 1961. Et il m'a dit, et je lui ai dit, je veux le voir de suite. Il m'a dit non. Et il m'a dit, le bloc opératoire. Je lui ai dit, mais vous l'opérez de quoi? De la tête. Je savais. Je savais une première fois dans ses yeux, quand il nous a reçus, quand il m'a vu, et la deuxième fois quand il m'a parlé de l'opération de la tête. J'ai dit, je savais, je l'ai senti. Je sais pas, nous les femmes, on a quelque chose qui, je sais pas, un sixième sens, je sais pas comment on peut dire, vous voyez, mais j'ai dit, on le verra plus. J'étais sûre de moi. Et je lui ai dit, comme ça, j'avais les mains comme ça, et je lui ai dit, rendez-me-le. Rendez-me-le de façon peut-être un peu virulente, vous savez, mais pas méchante du tout. Et il m'a pas répondu. Je savais qu'il allait pas nous le rendre. Je suis partie. On est rentré à la maison avec ce collègue, Philippe. Et je crois bien que j'ai dit à mes filles, je me rappelle plus exactement parce que j'ai tellement d'informations dans ma tête que papa est entre la vie et la mort. Voilà. On a pu aller le revoir. Le revoir. On est reparti à l'hôpital à 1h du matin. Il avait été opéré, il était en réanimation. Et on a été reçus par un neurologue, 2 infirmiers, auxquels j'ai demandé si le pronostic vital était engageant. Ça a dit oui de suite. C'est une question d'heure. Je savais, quand vous entendez ça, tout s'arrête autour de vous. Tout s'arrête. La terre s'arrête, tout s'arrête parce que non, vous ne l'acceptez pas. On ne peut pas accepter que ce soit à ce moment-là ou que ce soit aujourd'hui. C'est impossible d'accepter. Et alors du coup, on est parti le voir et ce que j'ai vu, oui, c'était mon époux branché de tous les côtés. À partir de là, partout des perfusions, machin, je sais pas quoi, respirateur artificiel, couleur bleu, noir, jaune, comme ça. Enfin, Par les coups qu'il avait reçus. Oui. Et alors, ce que j'ai fait, j'ai mis ma main contre son cœur comme ça et je sentais son cœur qui battait. Voilà, et je me suis accrochée à ça pendant 5 jours. Mais je connaissais l'issue. Dès le départ, je la connaissais. Et avec mes filles, nos filles, parce que ce sont nos filles, on le savait, on était conscientes de tout ça, mais on le voulait pas. On voulait pas, je voulais pas être veuve à 52 ans, je voulais pas qu'elles soient orphelines de leur papa, parce que Philippe, il représente tout pour nous, tout, mais tout. On peut me donner tout l'or du monde, tout ce qu'on veut, mon mari, c'est mon mari, même s'il n'est plus là, vous voyez. Voilà comment ça s'est déroulé. Marie, quand votre maman vous annonce ça, quand elle vous dit qu'il est entre la vie et la mort? À ce moment-là, j'étais rentrée avec le copain avec qui j'étais le soir même. J'étais rentrée, j'entends la voiture de maman et donc je sors directement. Elle me regarde les yeux remplis de larmes, elle me dit « Papa est entre la vie et la mort ». Je pense que j'ai dû mettre 30 secondes, 1 minute à réaliser parce qu'il n'y a rien qui est sorti. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce que vous voulez faire? On vous dit ça et vous savez que vous êtes impuissante face à ça. Et ouais, ça a été quelque chose de très dur d'entendre ça. Et après, quand elle a eu l'hôpital au téléphone 2 heures après, pour leur demander quand est-ce qu'on peut venir le voir à chaque fois, en fait, on posait tout le temps la question, on voulait tout le temps les appeler pour savoir, dites-nous comment c'est actuellement. Et ouais, quand elle a annoncé ça, qu'on a demandé au téléphone si le pronostic était engagé, et tout ça, ça a été l'effondrement en fait. Véronique, au bout de 5 jours, il faut prendre une décision? Oui. Alors, on s'était, avec Mélanie, Manon, Marie, on en avait parlé les 4, parce que moi, je l'ai senti dès le départ, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il fallait, à un moment donné, j'ai dit aux filles, à un moment donné, il va falloir que on aide les médecins. Les médecins vont venir vers nous, on va les aider aussi, il faut qu'on se concerte. Voilà, en fait. Donc, moi, la décision, papa, il n'aurait pas souhaité se voir... bon, vous avez compris. Donc, du coup, voilà, moi, j'ai dit aux médecins, les filles étaient d'accord avec moi, j'ai dit aux médecins, faites le nécessaire, allez jusqu'au bout, une équipe formidable, Voilà, beaucoup de très présents, mais on savait l'issue.
Donc, son cas s'était aggravé le vendredi matin 10 juillet. Donc, je l'ai su par le neurologue qui m'a appelé, un neurologue extraordinaire. Et il m'a dit, voilà, on s'est réunis, il serait raisonnable de ne pas aller plus loin. Je lui ai dit, je rejoins votre pensée, il faut le laisser partir tranquille. Voilà. Une décision très lourde, Oui. très dure, même si elle est indispensable. Tout à fait, exactement. Voilà. Elle est facile à assumer. Non, facile à assumer, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais quelque part, je me dis, on a bien fait, parce que, voilà, il aurait été quoi après? Vous voyez, il avait que 58 ans, il aurait peut-être vécu 20 ans, 30 ans de plus, je ne sais pas, mais dans quel état il aurait été, et il s'en serait voulu, même s'il n'était pas conscient, on va dire, mais je ne pouvais pas lui faire ça. Voilà, et... C'est pour lui. C'est pour lui, pour nous, ça a été terrible aussi. Malgré votre souffrance. Exactement, voilà, mais... Voilà, tout le monde a compris notre raisonnement. Bien sûr. Tout le monde. Ce moment où on le débranche, on Oui. arrête les machines, vous étiez là? Alors non, moi je ne m'en suis pas sentie capable. Voilà, ça s'est passé différemment. C'est-à-dire que moi j'ai dit au médecin, je voudrais le voir tant que son cœur bat, parce que j'avais pris l'habitude pendant 5 jours de mettre ma main sur son cœur, puisque c'est le seul organe qui fonctionnait, si on peut dire ça comme ça. Donc je ne voulais pas avoir ma main sur un cœur que je ne sentais plus. Je n'étais pas capable. Donc on a pu le voir tant que son cœur battait. Et ensuite, ils ont commencé leur protocole, si on peut dire ça comme ça, pour qu'il puisse partir tranquillement. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Vous lui avez parlé? Oui, À la fin? tous les jours. À la mais fin? oui, tout le temps. Oui. Je lui dis, je t'aime. Je t'aimerai toujours. Enfin, je veux dire, plein de choses, je ne sais plus trop, mais je lui ai parlé, ouais. Je lui parle tout le temps. Aussi, au funérarium aussi, je lui ai parlé dans son cercueil. Je lui ai parlé aussi dans son cercueil, comme si il allait ouvrir les yeux. Vous voyez, je me suis accrochée à des... Je ne sais pas comment je peux m'exprimer. Je me suis accrochée à des trucs qui... Peut-être qu'il va se réveiller, peut-être que... Et en fait, non. Véro prend conscience que non, quoi. Et au départ, ça a été très dur parce que j'arrivais pas à me raisonner, me disant mais tu le verras plus. Au fil des jours, je me raisonne. Même si je n'accepte pas et si je n'accepterai jamais. Mais voilà, c'est... et je lui ai parlé, oui, dans son cercueil, je lui ai parlé. Quand je vais au jardin du souvenir, je lui parle aussi. Vous voyez, c'est... quand je vais à l'arrêt de bus pour entretenir les fleurs, je lui parle. Voilà. Marie, vous êtes allée le voir sur son lit d'hôpital? Oui. Vous lui avez parlé aussi? Tous les jours aussi, on lui a parlé tous les jours. Et quand vous y allez, vous savez que c'est la dernière fois parce qu'on va le débrancher? Vous parlez du vendredi? Ouais. À ce moment-là, oui, on savait que c'était la dernière fois, que c'était là où il fallait lui dire tout ce qu'on pensait, tout ce qu'on ressentait envers lui. Moi, je l'ai remercié pour tout. Je lui ai dit que je l'aimais plus que tout, évidemment. Mes sœurs ont fait la même chose. Et comme maman a dit, on se raccrochait à quelque chose, en fait. On se disait non, c'est pas la dernière fois, mais en même temps, si. Et c'est là où, oui, on lui a dit plein de choses. Et on l'a embrassé. On a voulu le toucher une dernière fois, le sentir qu'il était là, que son cœur battait, qu'il était en vie. En vie. Il est encore là, en tout cas. Il avait son cœur qui battait, quoi, l'essentiel, comme maman disait. Mais on lui a dit voilà ce qu'on pensait. Et à ce moment-là, on a récupéré, vous savez, la grande photo qu'on avait à la Marche Blanche. En fait, le mercredi soir, on lui a laissé dans la chambre d'hôpital. Oui, on l'avait laissé. Parce que inconsciemment, on pense que ça lui apporte une force en plus. Et donc, on a récupéré cette photo et on savait que voilà, quoi. Après, le protocole allait commencer et qu'on allait le revoir une dernière fois au funérarium. Pascal Neveu, psychanalyste, ce témoignage est très fort. Très courageux. Il est bouleversant, il est courageux. Et c'est vrai que faire son deuil avec une telle injustice, face à une telle violence de ce qui s'est passé, quelque chose de soudain qu'on n'attend pas, le courage de ces femmes sur ce plateau est formidable. Oui, c'est magnifique, bravo, parce que le deuil est récent, le décès est récent, et c'est passé dans des conditions particulières de barbarie, d'actes d'incivilité qu'on voit de plus en plus, malheureusement. Donc c'est une mort totalement injuste, alors qu'il faisait son devoir, et Dieu sait que c'est très compliqué pour les chauffeurs de bus, et pas que les chauffeurs de bus. Et en plus, ça s'échelonne sur une période où il y avait cette maison, un jour avant, son départ à la retraite, 1 an plus tard. Alors, moi, ce que je trouve très beau également, c'est la façon dont vous êtes capable, finalement, de raconter des anecdotes
avec le sourire, comme vous l'avez fait, même si en parallèle, vous allez vivre des périodes qui vont être très compliquées, très chargées émotionnellement, avec des retours émotionnels perturbants. Parce que ce qui est le plus important dans le deuil, c'est le devoir de mémoire, le souvenir. Parce qu'il va rester, quoi qu'il en soit, dans votre cœur et dans votre psychisme également, c'est-à-dire qu'il continuera à exister. Maintenant, ça va demander du temps, ça va être très lourd, bien évidemment. Il y aura la justice également, il y a des choses éprouvantes qui sont racontées depuis hier, qui vont vous faire très mal, j'imagine. Ça fait partie du processus de deuil qui va durer très longtemps. Voilà, pendant 1 an, vous allez vous rappeler bon nombre de souvenirs. Il y aura les 1 an. Il y a ces fleurs que vous voyez encore. Peut-être que la communauté, entre guillemets, des chauffeurs vont faire en sorte que d'ici 1 an, il y a une petite commémoration aussi à cet endroit. À vous de savoir si vous accepterez ou pas, ça peut être un peu compliqué pour certains. Mais en tout cas, pour le moment, le fait de s'imaginer qu'il va peut-être revenir, le petit rituel, vous le racontiez, 2 coups sur la porte, le chien qui vient aboyer, qui fait la fête, voilà, ça ce sont des moments que vous allez revisiter, mais avec cette douleur énorme sur le plan psychique, de se dire à un moment donné, et de parvenir à se dire, ça n'existera plus. Et puis, il y a eu quelque chose d'à part, finalement, dans ce drame qui vous arrive, c'est la mobilisation des gens pour vous. C'est tous les Français, parce que c'est pas simplement dans votre ville, c'est partout en France, les Français qui se sont sentis bouleversés par ce drame. Comment vous l'avez vécu? Si vous voulez, voilà, quand au début du drame, on savait qu'on aurait un soutien parce que Philippe était quelqu'un qui était aimé, respecté. Voilà, Bayonne, vous savez, tout le monde se connaît, Bayonne, Anguel-Biarritz, voilà, c'est le Pays Basque, c'est sympa. Et quand il faisait du foot, quand il faisait plein de choses, et tout le monde aimait Philippe. Donc on s'était dit, on aura du soutien, c'est vrai. Mais en fait, ça a explosé, voilà. C'est parti dans toute la France, comme vous dites, c'est parti à l'international, l'Angleterre, avec qui j'ai des contacts téléphoniques, le chauffeur de bus londonien. Même si je ne parle pas très bien anglais, je me débrouille bien quand même. Voilà, des mails de Toronto, des États-Unis. J'ai une amie à moi qui est à San Diego. Et ça aide, au fond, ou ça renforce le sentiment d'injustice? En se disant, c'est tellement injuste que le monde entier se mobilise. Tout à fait. Oui, alors en fait, ça nous aide à avancer. Ouais. Voilà, ça nous donne une force supplémentaire parce qu'on sait qu'on aura un combat. On sait qu'on aura un combat très douloureux. On va ramasser des coups, on le sait. Voilà. Maintenant, ce qu'on a derrière nous, avec nous, voilà, ça va nous permettre d'aller de l'avant. Et c'est hyper important. Et les gens, voilà, je reçois plein de lettres, plein de textos, plein de choses. Il y a une relation fusionnelle qui s'est créée. Vous voyez, c'est beaucoup. Et c'est hyper important. Parce que je pense que on n'aurait pas eu tout ça. Je pense que on serait écroulé. Alors, ce soutien-là, oui, ça va nous aider à aller... Toutes les études ont montré que le soutien collectif, on l'a vu avec le Bataclan, Charlie Hebdo aujourd'hui, etc., est extrêmement important pour vous permettre d'avancer. Tout à fait, voilà. Et puis, c'est un appel, quoi qu'il en soit. Et ça permet également à celui qui, malheureusement, est décédé de faire passer un message et que les autorités bougent par rapport à ces incivilités. Exactement. Et puis, vous l'avez dit, vous allez recevoir des coups. Je pense que vous en avez reçu hier. Avec ce qui s'est passé, des classeurs, on va les regarder et puis juste après on en parle parce que j'imagine en fait, là on a tellement vibré avec vous j'ai même hésité à lancer le reportage pour tout vous dire parce que on est tellement touché par votre discours que tout à coup ça arrive de façon un peu violente, mais on va en parler du point de vue juridique. On regarde ce qui s'est passé hier. Les avocats de l'un des auteurs présumés du meurtre du chauffeur du trambus à l'arrêt Balichon en juillet dernier à Bayonne contestent la version officielle. Après le temps de l'émotion et malgré la douleur toujours présente pour la famille, que la défense dit comprendre et respecter, il lui faut revenir sur les faits. Le premier coup qui a été porté, c'est effectivement le chauffeur de bus qui l'a asséné. Un coup de tête très violent. Et tout ceci, je vous le dis, en ayant vu les exploitations des PV de la vidéosurveillance du trambus, en ayant examiné les témoignages aussi, parce que certains témoins, pas tous, mais certains ont très bien vu cet élément déclencheur. Maître Novion, l'avocat bordelais de la famille de la victime que nous avons contacté, souhaiterait avoir accès à ces vidéos et témoignages et pose la question. Ce qui est arrivé, est-il la faute de la victime ? Ou est-ce le comportement des passagers incriminés qui aurait poussé le chauffeur à bout? Les débats du futur procès semblent avoir commencé. La défense ne conteste pas l'extrême violence des faits, mais pour elle, il n'y a pas d'homicide volontaire.
C'est quelqu'un qui est très catastrophé par ce qui s'est passé, qui n'a jamais voulu que ça en arrive là. Donc il est très touché par cette affaire et il l'expliquera très bien demain à la juge d'instruction. Retour en direct sur le plateau, Véronique, on a le sentiment que le procès a déjà commencé. En fait, avec cet argument, vous l'avez appris quand? Vous l'avez appris hier ou avant-hier? Je l'ai entendu hier, mais en fait, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Non, bien sûr, c'est pour ça. Voilà. De toute façon, il nous reste 2 minutes, c'est pour ça que je voulais... Moi, vous savez, on est dans un malheur que, qui est très, très compliqué, qui est très douloureux, même si on arrive à parler, si on arrive à s'exprimer. Il faut nous voir en privé. Donc, on est assez malheureuse comme ça. Je ne m'exprime. On l'imagine, et je voulais pas juste que vous réagissiez sur le fond du dossier, mais c'était plutôt sur le choc, en fait. Après ce que vous avez vécu, j'imagine que quand vous regardez ça à la télévision et vous avez ce type de réaction, ça doit être encore hier, plus voilà, hier, on était écroulés. Lundi, on était écroulés. Hier, on était écroulés. Aujourd'hui, on est avec vous. Mais voilà, maintenant, on laisse faire l'instruction. Et je veux faire confiance à la justice. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et je vous en demande pas plus. Merci beaucoup. Maître Florence Rouas, avocate quand même. C'est vrai que ce qui est compliqué pour les familles des victimes, c'est de se retrouver dans des situations comme ça. Alors c'est vrai que, on le dit dans un premier temps, cette médiatisation, ça aide parce que ça aide à faire son deuil. Et puis après, il y a le contre-coup quand il commence à sortir des petites infos à droite, à gauche. Et ça fait mal aux familles. Mais c'est le procès qui se prépare aussi. Et j'ai presque envie de dire, et vous nous l'avez souvent dit, le procès, ça va être encore plus violent. Bon, déjà, je dois dire que c'est vrai que votre témoignage est extrêmement émouvant et ça, je crois qu'on est tous d'accord sur ce plateau pour le dire et pour ressentir vraiment votre chagrin. Bon. Juridiquement, vous savez, c'est une autre paire de manches. Juridiquement, il faut savoir que vous avez votre avocat, c'est l'avocat donc des parties civiles. Parties civiles, c'est-à-dire les victimes qui deviennent parties au procès. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir faire des demandes d'actes auprès du juge d'instruction, que vous allez avoir votre parole via votre avocat, que vous serez probablement également entendu. Mais il y a également, et ça il faut l'accepter, c'est le principe du contradictoire, c'est le principe du procès pénal, les avocats de la défense. Chacun y va de ses arguments. Il y a des éléments factuels, des éléments objectifs, mais qui seront probablement discutés, notamment l'exploitation des caméras de surveillance. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enquête, l'instruction, ça va durer un bon moment. C'est vrai que pour vous, ce sera sûrement éprouvant. Et bon, voilà, c'est la règle du jeu. Ça veut dire que le juge d'instruction, je suis émue moi aussi, est là pour instruire à charge et à décharge. Alors quelquefois c'est un peu douloureux parce que vous allez entendre des choses qui vont sûrement vous choquer, mais ça fait partie du jeu. Voilà. Et ça aide quand même, parce qu'elle ne veut à faire son deuil aussi, malgré tout, souvent, le procès, même s'il est violent. Derrière, ça permet aussi, non pas de passer à autre chose, mais en tout cas de se dire justice a été rendue. Le problème, c'est le délai avant l'audience, avant le procès. Parce que finalement, revient le spectre, pardon pour le terme, du mort et de tout ce qui s'est passé. Vous allez revisiter tout ce qui s'est passé ce jour-là. Ce qui est important, c'est les dernières images, d'avoir dit au revoir finalement à votre père, d'avoir dit au revoir également la main sur le cœur de votre mari. Ça doit vous permettre de tenir le coup. Ouais. Véronique, Marie, on vous souhaite beaucoup de courage. On est avec vous. Merci. Et puis vous êtes vraiment très forte, je vous l'ai dit déjà, mais vraiment je le pense. Et votre témoignage était très fort et merci d'avoir eu le courage de venir sur ce plateau. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci. à toutes les deux.